Alors, très rapidement, Khaoula Cherif est ingénieure en chimie industrielle. Elle est formatrice et consultante en santé et sécurité de travail, cofondatrice et gérante du cabinet Catalyse. Et elle est tunisienne. Donc, doublement applaudi par rapport à ce process. Le Maghreb est là, présent. Nous avons un grand bureau qui est le bureau Veritas, à travers son chargé d'affaires d'hygiène, de sécurité et d'environnement, M. Yassine Maatsouk. Super, vous êtes en forme, vous applaudissez, mais je veux entendre un tsunami d'applaudissements. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà, il y a un peu plus d'ambiance. C'est magnifique. N'oubliez pas de revenir cet après-midi à une super conférence. Et puis, il y a également un trophée très, très, très important. N'oubliez pas, c'est à la même adresse. Alors, le sujet est important, celui de la réglementation. Les exigences, bien sûr, de la réglementation marocaine. Et je pense que Khaoula va nous parler également de la réglementation un peu européenne. Khaoula est venue au Maroc, elle s'installe au Maroc. Allah yuftak, Allah yaounek, aïchek. D'accord. Alors, de quoi on va parler? Parce que là, je vais quitter la scène dans quelques instants pour laisser, c'est le format événementiel de la conférence tel que pensé par les organisateurs, à savoir la Chambre, l'évolution de la réglementation marocaine en matière de risques chimiques, les éléments à tenir en compte lors de l'analyse des risques chimiques, les mesures et les préventions exigées par la réglementation marocaine, en termes de surveillance médicale, de protection collective et individuelle, d'information et de formation. Vous allez commencer, ce n'est pas pour ne pas être galant, nous sommes très galants au Maroc, Khaoula, attention, d'accord, mais le process est présenté ainsi, et vous allez intervenir pour expliciter. Tous les deux, vous avez des présentations PowerPoint. D'accord. Il est exactement à mon heure midi, d'accord. Vous avez 20 minutes 20 minutes, c'est un petit peu dans ce sens-là. Donc après les 30-40 minutes, je reviendrai avec vous, mais je suis toujours de cœur avec vous. Antum fi qalbi wa dhikrukum fi fami. D'accord. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en direct et en live, Salon Kimia, la conférence du jeudi 28 septembre 2017, sous vos applaudissements. Merci. Je vais vous donner celui-ci. Non, c'est bon? Magnifique. Magnifique. Bonjour tout le monde. Déjà, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Yassine Maatsouk, chargé d'affaires au sein du service HSE Bureau Veritas. Donc, je tiens à remercier bien sûr le comité d'organisation du Kimia Africa pour leur invitation. Donc, le thème que je vais aborder aujourd'hui à travers ma présentation, c'est les exigences de la réglementation marocaine en matière de prévention de la santé et sécurité des travailleurs contre les risques chimiques. Donc, ma présentation va se dérouler comme suit. Donc, je vais commencer bien sûr par la présentation de Bureau Veritas. Par la suite, quelques rappels concernant bien sûr les définitions qu'il faut connaître, les voies de pénétration des produits chimiques et leurs effets sur la santé et la sécurité. La troisième partie consacrée à la réglementation marocaine, c'est un petit peu le cœur de cette présentation. Je vais commencer par vous exposer un petit peu l'évolution de la réglementation marocaine en matière de risques chimiques, comment l'évaluation des risques chimiques des produits chimiques doit être faite de point de vue réglementation marocaine et quelles sont les mesures de prévention et de protection qu'il faut mettre en place. Donc déjà, Bureau Veritas, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Donc créé en 1828, c'est un leader mondial en matière d'essais, d'inspection, de certification, d'assistance technique, offrant ainsi à ses clients des prestations de haute valeur ajoutée afin de les aider à améliorer leurs performances en matière de santé, sécurité au travail, d'environnement et de la responsabilité sociétale aussi. On est présent partout au monde, à travers 140 pays et plus de 1400 bureaux et laboratoires, avec un effectif qui dépasse les 66 000 employés. Donc, Bureau Veritas offre un large portefeuille d'activités en matière de marine et offshore, l'industrie, les inspections, les vérifications en service, le département construction et notre fameux département certification, les inspections et les essais pour les matières premières, les biens de consommation et les services au gouvernement et commerce international.
Donc, plus précisément pour notre service HSE, on offre plusieurs produits ou services. Donc, il y a un outil de veille réglementaire personnalisé qu'on a développé depuis 2008 qui est Amadeo. C'est un outil de veille réglementaire qui permet à ses clients de connaître les textes réglementaires applicables à son activité, de réaliser des évaluations de conformité réglementaire et de mettre en place, bien sûr, un plan d'action. On a aussi une prestation qui s'appelle la prévention conseil incendie et les essais de fonctionnement du système de détection incendie. Donc, on fait des mesures d'ambiance de travail, tout ce qui est mesurage bruit, éclairage, vibration, qui sont des exigences réglementaires. Et on fait aussi des mesures des rejets atmosphériques et liquides, entre autres. Donc, pour notre outil Amadeo, c'est un petit slide pour vous exposer un petit peu comment l'interface a été faite. Donc, vous avez ici un certain nombre de synthèses de conformité, les synthèses de plan d'action et les modules. En fait, c'est une interface web qui est facilement exploitable, qui va permettre aux clients, aux utilisateurs de cette interface d'être toujours en veille vis-à-vis de la réglementation locale et même internationale. On peut lui offrir et réaliser des évaluations de conformité réglementaire parce que la réglementation, c'est la base. Et on a aussi un module plan d'action à travers lequel l'entreprise peut mettre en place d'une façon efficace un plan d'action. Donc, on passe au rappel. Donc, avant de rentrer dans le vif sujet, il y a bien sûr des définitions qu'il faut connaître. Donc, le danger, c'est quoi un danger? C'est la propriété intrinsèque d'un agent chimique susceptible d'avoir un effet nuisible. Le risque, c'est la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans des conditions d'utilisation et ou d'exposition. Le risque chimique, c'est l'ensemble des situations dangereuses impliquant des produits chimiques dans des conditions d'utilisation et ou d'exposition. L'agent chimique dangereux, c'est tout agent chimique qui peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des salariés en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail et de son utilisation. Donc la valeur limite d'exposition professionnelle, en fait, c'est la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps, de la concentration d'un agent chimique dangereux présent dans l'air, de la zone de respiration d'un salarié au cours d'une période de référence déterminée. Donc un produit chimique en fait peut pénétrer principalement à travers trois voies. Il y a la voie pulmonaire, donc la pénétration par les poumons. Bien sûr, c'est la voie de pénétration qui est la plus fréquentée ou la plus convoitée par les produits chimiques. Donc les polluants en suspension dans l'air qui sont présents sont sous différentes formes. On peut les retrouver sous forme de fumée, poussière, aérosol, pénètrent très facilement dans les poumons en même temps que l'air inspiré. Donc il y a la deuxième voie, c'est la voie digestive, c'est la pénétration par la bouche. Bien sûr, dans le cas normal, on ne va pas avaler des produits chimiques, mais le passage des produits chimiques par voie digestive est dû principalement à l'imprudence ou à un accident. Par exemple, on a un produit chimique qu'on va le mettre dans un contenant alimentaire non étiqueté. Okay. Donc la troisième voie, c'est la voie percutanée, c'est le passage par la peau. Il y a par exemple des produits irritants ou corrosifs qui agissent localement sur la surface en contact avec la peau, les muqueuses ou les yeux, qui peuvent causer des irritations plus ou moins graves allant à des brûlures. Okay. Donc, les effets des produits chimiques sur la santé et la sécurité. Bien sûr, tout produit chimique qui rentre en contact avec notre corps humain, elle va perturber le fonctionnement de ce dernier, qui va causer par la suite des impacts plus ou moins graves en fonction de plusieurs critères, bien sûr. Par exemple, une intoxication aiguë, une asphyxie, un incendie, une explosion, de la pollution. Ils peuvent aussi provoquer des effets plus insidieux, des réactions dangereuses. Il y a plusieurs pathologies, l'asthme, la pneumopathie ou la pneumoconiose, la famille de pneumoconiose professionnelle, qui est très connue dans les secteurs d'activité minière et carrière. Donc, ces pathologies, les produits
qui sont en cause généralement, c'est la poussière d'origine industrielle, tout ce qui est, par exemple, le silice, l'amiante, la bois, la farine, etc. La réglementation marocaine, en fait, notre réglementation a évolué depuis 2004, la publication dans le bulletin officiel de la loi 65/99 relative au Code du travail, qui a consacré, si ma mémoire est bonne, la section 4 du titre 2 pour tout ce qui est hygiène et sécurité des salariés. Donc, il parle dans ces articles d'une façon vraiment très transversale, les articles 287, 288, comme quoi il est interdit d'utiliser un produit chimique dangereux pour la santé dans des cas contraires à celles fixées par la voie réglementaire. Après, en 2008, il y avait la publication de l'arrêté 12 mai 2008 qui prend en application les articles de 281 à 291 du Code du travail. Donc, dans ce texte aussi, on va trouver des exigences un petit peu générales, par exemple, qui concernent la maintenance des moyens de captage qu'il faut maintenir et assurer une atmosphère pure et dégager d'une façon continue et régulière les poussières qu'on peut générer lors d'un process, ou de mettre en place des moyens de protection individuelle pour les salariés concernés. Donc en 2013, il y avait l'apparition du décret du novembre 2013 fixant les conditions d'utilisation des substances ou préparations susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou de compromettre leur sécurité. Donc en 2015, il y avait la publication d'un arrêté de décembre 2014. Décembre 2014, c'est la date du texte, mais sa publication a été faite en janvier 2015 dans le bulletin officiel, déterminant les valeurs limites d'exposition professionnelle à certains produits chimiques dangereux. Donc on passe maintenant à l'évaluation des risques. Donc la réglementation marocaine exige à l'employeur d'évaluer les risques encourus pour la santé et la sécurité des salariés, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux. Cette évaluation est renouvelée au moins une fois par an, et notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions du travail. Bien sûr, il y a une chose qu'il faut pas oublier dans l'évaluation des risques, c'est les activités de maintenance, c'est-à-dire lors de la réalisation de l'analyse des risques chimiques, il faut introduire aussi les activités de maintenance dans l'analyse. OK ? Donc, la réglementation marocaine, à travers son décret de 2013, exige que l'évaluation répond à certains critères. Donc, notamment les propriétés dangereuses des agents chimiques, les informations relatives à la santé et la sécurité communiquées par le fournisseur, c'est-à-dire les FDS, la nature, le degré et la durée de l'exposition aux agents chimiques dangereux, les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les effets des mesures de prévention prises ou à prendre sur les risques chimiques, les conclusions des rapports fournis par les médecins de travail, les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels. Donc, l'évaluation des risques doit être communiquée premièrement au CHS, le comité d'hygiène et de sécurité, aux représentants des salariés si on a, sinon à tous salariés concernés, sans oublier le médecin de travail. Donc, pour les mesures et les moyens de prévention, donc il y en a plusieurs. On va commencer tout d'abord par le contrôle de l'exposition. Donc, la réglementation marocaine exige de procéder de façon régulière aux mesures de concentration des agents chimiques pouvant présenter un danger un risque pour la santé et la sécurité des salariés au moins une fois par an. Donc, la fréquence, c'est annuelle, par des organismes qualifiés. Bien sûr, les valeurs limites d'exposition professionnelle de certains produits chimiques, on va les retrouver dans le texte dans l'arrêté du 24 décembre 2014. Par exemple, ici, si on prend l'exemple du dioxane, donc la valeur maximale d'exposition professionnelle est de 73 mg par mètre cube ou de 20 parties par million.
pour une période de travail de 8 heures et pour une période de travail de longue durée, on n'a pas ici fixé les valeurs limites d'exposition. OK, on passe à la surveillance médicale. Bien que les mesures techniques, organisationnelles, collectives ou individuelles peuvent réduire d'une façon très appréciable le risque d'exposition à des produits chimiques, le suivi médical est un élément aussi très important. Donc, bien sûr, il y a plusieurs textes réglementaires concernant cet élément. Donc, le médecin travail a un rôle primordial pour l'analyse des risques, pour la prévention, pour la protection de la santé des salariés. Le médecin travail doit informer, doit former, doit sensibiliser, doit participer dans l'analyse des risques et tout ça. Donc, mais tout d'abord, chaque salarié doit faire l'objet d'un examen médical préalable, bien sûr, et recevoir une fiche médicale d'aptitude sans contradiction avant d'être affecté à des travaux exposant à des produits chimiques dangereux. Donc, l'examen médical comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spéciaux. La fiche médicale d'aptitude indique la date de l'étude du poste de travail, la date de mise à jour de la fiche d'entreprise. Donc, la fiche est renouvelée au moins une fois par an, c'est-à-dire après chaque examen, et il doit être communiqué, je précise, communiqué aux salariés concernés. Donc, le dossier médical, pour chaque salarié, on doit avoir un dossier médical dont le modèle réglementaire est fixé par la réglementation. La fiche d'entreprise. En fait, la fiche d'entreprise, c'est un élément très important pour préciser ou pour fixer la périodicité des examens. Donc, qu'est-ce que contient cette fiche? Donc, il contient la liste des risques et des maladies professionnelles pour chaque risque, si on a bien sûr les maladies professionnelles, et le nombre de salariés exposés. Cette fiche doit être actualisée d'une façon périodique et communiquée au CHS. La liste des travailleurs exposés. Donc, le médecin de travail doit établir une liste actualisée des salariés exposés aux agents chimiques contenant la nature de l'exposition, c'est la durée de l'exposition et le degré d'exposition. La fiche d'exposition. Donc, on a vu plusieurs documents que le médecin de travail doit élaborer pour prévenir et protéger la santé et la sécurité des salariés. Donc, la fiche d'exposition, c'est une fiche qu'on doit élaborer pour chaque salarié. Il contient un certain nombre d'informations, la nature du travail réalisé, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition, la date et les résultats des contrôles de l'exposition, et la durée et l'importance des expositions accidentelles. L'information et la formation. Donc, il faut veiller à ce que les salariés ainsi que le CHS aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques à travers un réseau intranet ou une communication à travers l'affichage et tout ça. Il faut ainsi aussi veiller à ce que les salariés ainsi que le CHS reçoivent des informations sur des formes appropriées, périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur les lieux de travail, bien évidemment. L'information va porter sur la dénomination des produits chimiques, le risque sur la santé et la sécurité, les valeurs limites d'exposition professionnelle, les consignes relatives au port et l'emploi des EPI et les mesures d'hygiène. On passe à la notice de poste. Donc, la notice de poste est un support d'information incontournable, je pense, parce que chaque employeur doit établir pour tous les salariés exposés à un risque chimique. En fait, cette notice de poste est destinée à informer les salariés des risques auxquels leur travail peut les exposer et les dispositions prises pour les éviter. La notice rappelle aussi les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, des consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle. On passe à la protection collective. Donc, il faut vérifier et maintenir en parfait état de fonctionnement les installations et appareils de protection collective
Par exemple, ici, on a l'exemple d'une installation de captage. On peut parler des douches oculaires, des rinceux et tout ça. Donc, tout ce qui est collectif, il faut mettre en place un planning de maintenance préventive. Donc, il faut établir aussi une notice fixant les conditions de l'entretien des installations et des appareils de protection collective et les procédures à mettre en œuvre pour assurer leur surveillance, notamment pour détecter d'éventuelles défaillances et les éliminer. Autre mesure, donc par rapport au comité de sécurité et d'hygiène, vous savez, le comité d'hygiène et de sécurité est une exigence réglementaire si on a un effectif qui atteint 50 ou plus salariés. Donc en fait, le comité, dont fait partie le médecin de travail, doit établir annuellement un rapport sur l'évolution des risques professionnels dans l'entreprise. En fait, il y a un modèle réglementaire pour le rapport et ce rapport doit être communiqué, bien sûr, dans les 90 jours qui suivent l'année au titre de laquelle a été établi. Donc, la gestion des incompatibilités. Comme vous savez, un stockage incompatible peut avoir des dégâts plus ou moins élevés en fonction du volume, de nature des produits en cause. Donc, certains produits peuvent réagir les uns avec les autres, provoquant parfois des explosions, des incendies ou des projections. Donc, ces produits incompatibles doivent être séparés physiquement. Donc, d'autres produits encore réagissent violemment avec l'eau, donc ils doivent être entreposés de façon à ce que tout contact avec l'eau soit impossible. Donc l'alimentation, boissons et tabac, donc en plus des moyens de mesure et de prévention collective, organisationnelle, individuelle ou technique, il faut penser au respect de l'hygiène. C'est-à-dire pour toutes les activités comportant un risque d'exposition aux agents chimiques dangereux, prévoir des mesures d'hygiène appropriées afin que les salariés ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées. Aussi, les accès et signalisations. Il faut toujours limiter l'accès aux locaux de travail où sont utilisés des produits chimiques aux personnes dont la mission l'exige. Comme autre mesure, on a le système d'alarme et de secours. Donc, il faut mettre en place, tout ça, ce sont des exigences de la réglementation marocaine. Donc, il faut mettre en place des systèmes d'alarme ou d'autres systèmes de communication doivent être installés afin de permettre, en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail, une réaction appropriée, la mise en œuvre immédiate en tant que de besoin des mesures qui s'imposent, le déclenchement des opérations de secours, l'évacuation et de sauvetage. Le matériel de premier secours, donc en présence d'agents chimiques dangereux sur les lieux de travail, ces lieux doivent être équipés de matériel de premier secours approprié. Des exercices de sécurité pertinents sont organisés à intervalles réguliers. En fait, la réglementation exige dans l'arrêté, dans le code de travail, si ma mémoire est bonne, d'avoir au moins 2 salariés formés en matière de premier secours, au moins 2 salariés par atelier où sont effectués des travaux dangereux. Donc, il faut toujours respecter cette consigne d'avoir 2 salariés au moins formés sur les instructions et premiers secours dans les ateliers où sont effectués des travaux dangereux. Donc, merci. Je pense que j'ai terminé. Merci à vous. Donc, je reste à votre disposition. Après, bien sûr, Madame Khaoula, pour d'éventuelles questions ou de remarques. Et merci beaucoup, Monsieur Matsour, de toutes ces précisions au niveau de la réglementation marocaine. Merci. Et donc, sans transition et sans plus tarder, la parole est à Madame Khaoula Cherif, que je représente en tant que fondatrice du cabinet Catalyse SARL. Madame Khaoula est ingénieure en chimie industrielle, formatrice et consultante en santé et sécurité travail et coordinatrice, fondatrice de ce bureau. Voilà. Voilà. C'est bien, c'est vrai que... Voilà. Superbe. Alors, on va, juste pour laisser place à tout un chacun, on va mettre de l'autre côté sans pouvoir déranger. Voilà, la responsable pour que la pub... Bureau Veritas. Vous voyez un petit peu, j'arrive à prendre ça, c'est magnifique. Hein? Merci, madame.
Seda? Superbe. Vous avez déjà préparé vos questions pour M. Matsour, et il y en a beaucoup, je pense, par rapport à cette réglementation, aux normes qui sont mises en place. Khawla, laquelle kalima? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Aslama Nes الكل. فرحانة برشا اللي أنا معاكم اليوم dans cet événement phare de la chimie et de la parachimie. Ma présentation va compléter celle de mon confrère de Veritas. Elle porte sur la sécurité chimique des produits. On va s'interroger sur les nouvelles approches réglementaires et leur impact sur les échanges commerciaux. Alors, parler de la sécurité chimique des produits nous renvoie inévitablement à la notion plus large de gestion rationnelle des produits chimiques, puisque, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, on a vu apparaître, et à juste titre, un questionnement sur les risques liés à l'usage des produits chimiques. Alors, de manière générale et dans plusieurs pays, les législations sur les produits chimiques ont évolué selon 3 grandes étapes. D'abord, on a considéré leurs effets directs sur la santé en réglementant le produit à l'état fini, pesticides, cosmétiques, médicaments, etc., ainsi que leurs effets lorsqu'ils sont utilisés sur les lieux du travail. Ensuite, on a considéré leurs effets sur l'environnement et leurs effets indirects sur la santé, d'où les lois sur la pollution et les déchets. Et enfin, on a cherché à prévenir les accidents lors de leur manipulation et de leur transport, d'où les lois sur les risques industriels majeurs et le transport des matières dangereuses. Alors bien évidemment, ces réglementations sont plus ou moins développées selon les pays. Alors aujourd'hui, on se rend compte que malgré cet arsenal juridique, plusieurs lacunes demeurent présentes et nombreux produits chimiques restent, si j'ose dire, hors de contrôle. Et donc, les législations mondiales ont évolué vers un nouveau jalon qui est celui d'une législation transversale à même de couvrir toutes les substances chimiques tout au long de leur cycle de vie. La législation qui illustre parfaitement ce principe de transversalité est le règlement européen REACH. Entré en vigueur en juin 2007, celui-ci a défini un nouveau mode de gestion et de contrôle des produits chimiques en inversant la charge de la preuve. Ça signifie que ça n'est plus à l'État ni à la société civile de prouver l'innocuité des substances, mais plutôt aux opérateurs économiques qui les commercialisent. Le premier objectif du règlement est de remédier au manque d'informations sur les substances chimiques. En 2006, la Commission européenne avait en effet estimé à 30 000 le nombre de substances qui circulent sur son marché sans que l'on sache les vrais risques qu'elles posent. C'est pourquoi l'une des obligations du règlement est de générer des informations sur les propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques des substances fabriquées ou importées en Europe. Obligation traduite par le fameux slogan « No data, no market » ou encore « Pas de données, pas de marché ». Alors, ça se fait sous la forme d'un dossier d'enregistrement déposé par l'entreprise à l'Agence européenne des produits chimiques, l'ECHA. Confier la charge de la preuve aux industriels, me diriez-vous, ça n'a pas l'air d'être très rassurant, sauf que, bien entendu, ça se passe sous le contrôle des autorités compétentes qui peuvent, s'il y a lieu, remettre en cause la pertinence des informations soumises ou encore demander des tests complémentaires. C'est ce que l'on appelle l'évaluation. En plus de l'enregistrement et de l'évaluation, REACH a mis en place une sorte de filet pour empêcher que des substances préoccupantes viennent au contact de l'homme et de l'environnement, et ce, en les mettant sous autorisation ou sous restriction. Ça concerne essentiellement des substances dites CMR, cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, et des substances PPT, persistantes, bioaccumulables et toxiques. Alors, il faut savoir que REACH concerne toutes les substances chimiques, qu'elles soient à l'état pur, dans des mélanges ou dans des articles, sauf bien entendu si elles sont explicitement exclues. Et de ce fait, c'est un règlement qui couvre un large panel de secteurs et d'activités qui vont bien au-delà de la définition conventionnelle de l'industrie chimique.
Quand on fabrique des meubles, des avions, des voitures, eh bien, on fait de la chimie et on peut être concerné par REACH. Alors, selon la Commission européenne, les bénéfices escomptés de ce système seraient une diminution de la mortalité par cancer de 4000 cas en moins par an et une réduction de 50 milliards d'euros des dépenses de santé publique sur 30 ans. Et il n'y a pas que l'Europe. Beaucoup de pays ont en effet emboîté le pas à l'Union européenne et promulgué des réglementations semblables. En 2008, la Turquie a voté l'Inventory and Control of Chemicals Regulation. Les États-Unis ont produit en 2010 une version révisée du Toxic Substances Control Act. Et la Chine a adopté en 2011 ce qu'on appelle le China REACH. Donc vous voyez que c'est véritablement une nouvelle tendance mondiale dans la gestion des produits chimiques. Alors, en parallèle et dans la même veine, l'Organisation des Nations Unies a élaboré en 2003 un système général harmonisé pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques. Ce système a pour vocation de constituer un langage universel pour qualifier les propriétés dangereuses des produits chimiques et les communiquer aux tiers. Le SGH va nous dire, par exemple, quand qualifier une substance de toxique, de corrosive ou d'inflammable et avec quel élément de communication standardisé peut-on le dire ? Il a été adopté par beaucoup de pays de par le monde, à l'instar de la communauté européenne qui a voté en 2008 le règlement CLP, Classification, Labeling and Packaging of Substances and Mixtures. Mais malheureusement, beaucoup d'autres pays ne l'ont pas encore adopté et aujourd'hui, nous sommes bien loin de l'objectif assigné dans le plan d'action de Johannesburg qui voulait que tous les pays aient implémenté le SGH à fin 2008. Bien évidemment, tous ces bouleversements réglementaires ont un impact sur les économies des pays comme les nôtres, qui sont fortement liés au marché extérieur. Et tout l'enjeu est alors de faire en sorte que ces réglementations ne se transforment pas en obstacles techniques au commerce. Dans le règlement REACH, par exemple, les obligations des acteurs européens vont, dans la plupart des cas, se transmettre tout au long des chaînes de valeur qui sont aujourd'hui de plus en plus mondialisées et il en résulte que des opérateurs non européens vont ressentir le besoin de se conformer à REACH pour garantir la pérennité de leur commerce. Et ce n'est pas facile. Tout d'abord, en raison de la grande technicité du règlement et de la nécessité de recourir au service d'un représentant exclusif pour se faire représenter auprès de l'Agence européenne des produits chimiques, mais aussi parce que l'expertise nécessaire n'est pas toujours disponible localement et les coûts de la conformité s'en trouvent augmentés. Ça nous ramène à la question importante du soutien technique fourni au tissu industriel. En Tunisie, par exemple, le Centre technique de la chimie, qui est une institution d'appui aux entreprises œuvrant sous la tutelle du ministère de l'Industrie, a lancé en 2011 un helpdesk REACH CLP à l'intention des exportateurs. Donc, c'est un portail web qui explique les exigences du règlement à travers un ensemble d'outils pédagogiques en ligne, des jeux de questions-réponses, des outils d'aide à la décision, des liens utiles, etc. Bien entendu, l'État lui seul ne peut pas tout faire et les initiatives privées sont importantes et ont toute leur place dans leur domaine, les boîtes de consulting, les laboratoires d'analyse, etc. Alors, au-delà de la question du soutien fourni au tissu industriel exportateur, viendra un moment où les pays en voie de développement et les pays émergents, soutenus par les organisations mondiales, vont s'inscrire dans cette nouvelle voie et renforcer à leur tour le cadre réglementaire sur les produits chimiques. Je prends encore l'exemple de la Tunisie qui a récemment initié, dans le cadre d'un projet de rapprochement réglementaire avec l'UE, un projet de loi sur la gestion et le contrôle des produits chimiques. Alors, cette convergence réglementaire qui est très positive va accentuer davantage les défis qui sont déjà posés à la communauté
scientifiques et industriels aujourd'hui. Tout d'abord, il y a le défi de la mutualisation des données. Il faut savoir que produire des données fiables sur une substance chimique est parfois un processus qui est très lent, très coûteux et qui n'est pas à la portée de tous. Et donc, il est important que les pays qui détiennent des connaissances les mettent à la disposition des autres pays. Ça suppose des interconnexions entre les pays à ce sujet et aussi des systèmes d'information performants. Un autre défi est celui de produire des données scientifiques fiables en minimisant le recours à l'expérimentation animale, d'où l'importance des outils prédictifs basés sur la modélisation mathématique et les algorithmes informatiques, ce qu'on appelle aujourd'hui le in silico. Et enfin, il y a le défi ô combien grand de substituer les substances préoccupantes par des solutions plus sûres. Ça implique des efforts intenses d'innovation, de recherche et de développement et la mobilisation de toutes les forces vives de la société, industriels, scientifiques, chercheurs, mais aussi bailleurs de fonds, parce que tout ça, ça coûte de l'argent. Alors, en conclusion, je dirais que les récents bouleversements réglementaires ouvrent une nouvelle ère pour la chimie, une ère basée sur la transparence et la responsabilité et qui nous inscrit sur la voie du développement durable. Voilà, je vous remercie pour votre attention.